Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du mouvement Génération, pas encore très connu, on va en reparler, mais vous êtes surtout l'ancien candidat du Parti Socialiste à la présidentielle de 2017 et puis ancien ministre. François Hollande vous a un peu ôté les mots de la bouche à propos d'Emmanuel Macron. Quand il dit, il y a 2 jours, ce n'est pas le président des riches, c'est le président des très riches. Vous êtes d'accord ? Oui, riche, très riche, la nuance est pas évidente. Ce que les Français ont compris, avant même que, je crois, François Hollande s'en rende compte, c'est qu'effectivement, il y a un choix politique de ce gouvernement qui est, en clair de dire, plus les riches seront riches, mieux la France se portera. Et donc, baissons-leur l'ISF, faisons une taxe sur le capital qui limite les impôts qui pèsent sur leurs épaules, et parions sur le fait que cet argent qu'on va leur restituer, mais qui est l'argent des contribuables, eh bien, ils le réinvestiront dans l'économie, créeront des emplois. Et ça, vous y croyez pas ? Écoutez, je sais pas que j'y crois pas, c'est que les faits on montrent... entend la façon dont vous le dites. Non, mais les faits montrent que il n'y a pas de ruissellement très net, et qu'aujourd'hui, on peut supposer que les plus riches de ce cadeau fiscal, ils l'ont conservé pour eux-mêmes et l'ont pas forcément réinvesti. Sans doute une part a été réinvestie. Mais la question est, quand l'université est en crise et qu'elle exige 5 milliards pour être remise finalement sur pied, ce qu'il fallait faire, cette baisse de l'ISF de 5 milliards. Quand l'hôpital public est en crise et qu'on aurait besoin davantage d'infirmières, davantage d'aides-soignantes, de services qui soient modernisés, qu'il s'agisse de l'hospitalisation classique ou de l'hospitalisation psychiatrique, est-ce qu'il fallait faire cette baisse de l'ISF ? Quand on voit aujourd'hui les préconisations du plan Borloo sur les banlieues, qui exigent des moyens supplémentaires, et dont on sait qu'ils n'existent pas aujourd'hui, est-ce qu'il fallait faire cette baisse de l'ISF ? En clair, pourquoi ce que vous voulez dire, ce choix ? c'est le péché originel qui va plomber, y compris financièrement pour vous, les mesures qui suivent ? Oui, mais c'est plus qu'un péché budgétaire. Il me semble que il y a une marque d'indignité dans ce choix-là. On ne peut pas demander à des retraités ou dire merci à des retraités qui, sur une année, vont perdre 500, 600, 700 euros de hausse de la CSG, leur dire merci pour l'effort que vous consentez et offrir 5 milliards à des gens qui ont déjà des milliards dans les poches. C'est là que c'est pas compréhensible. Et c'est là que toute la communication et tout le marketing dont est très expert, le président de la République, finalement tombe à l'eau. Ça n'a pas de sens. C'est absurde comme choix. Ça relève finalement d'une idéologie ou de la volonté de récompenser par de l'argent public des femmes et des hommes qui l'ont soutenu et porté au pouvoir, ce que je crois plus vraisemblable. François Hollande, très présent. Je disais ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron depuis la sortie de son livre. Très présent. Est-ce que c'est son rôle ? Écoutez, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Son rôle, il décide lui-même. Mais est-ce que ça vous encombre, vous qui voulez relever une autre forme de gauche ? Non, mais moi pas. Je pense que persister dans le déni... je vais prendre les choses très simplement. Le soir, c'était il y a 1 an, quand j'ai perdu au premier tour des élections présidentielles, et dans des conditions qui étaient des conditions difficiles, j'ai pas dit c'est la faute de Hollande. J'ai pas dit c'est la faute de Valls. J'ai pas dit c'est la faute de tous les socialistes, à l'exception d'un seul, Benoît Hamon. J'ai dit c'est mon échec. M-O-N, j'assume. J'assume cet échec et je veux en tirer les leçons et pour l'avenir, pour la gauche, etc. C'est lui, frappant. vous dites... Écoutez, j'ai pas le sentiment. J'ai le sentiment qu'il y a, en tout cas, il fait partie de ces autruches qui mettent la tête sous le sable et qui disent écoutez, j'ai tout bien fait. Si j'avais été candidat, j'aurais battu Macron. Si Macron a de bons résultats, c'est grâce à moi. Je pourrais rester, etc., etc. Bon, c'est son choix. C'est malhonnête. C'est pas ça, c'est que je pense que ça doit être très encombrant pour l'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste. Plus que pour vous, qui avez pris vos bagages et qui êtes parti monter votre propre mouvement. Son livre, c'est les leçons du pouvoir. Vous vous dites, moi, j'assume. Mais est-ce que vous assumez aussi l'échec, au-delà de l'échec du jour de la présidentielle, des années qui ont précédé ? Quand vous regardez le constat de Jean-Louis Borloo, pour en venir à son plan, il dit, la situation est finalement aujourd'hui la même qu'il y a 15 ans, où tout se dégradait sournoisement jusqu'à ce que ça explose, avec les émeutes de 2005 et la suite. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années ? Mais Borloo a raison. Le rapport qu'il vient de rendre est un rapport à la fois ambitieux, mais qui marque d'une pierre noire le fait que depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a laissé dans ce pays les inégalités se creuser, les ghettos se constituer, et qu'on hérite d'une situation qui est une situation explosive. D'ailleurs, personne, très peu de gens parlent de ce qui se passe à Toulouse. À Toulouse, il y a eu plusieurs jours de violences urbaines, en tout cas de violences entre des jeunes et les policiers. Moi, je sens que
les morceaux du territoire ou les parcelles de la République qui sont prêtes à s'enflammer sont nombreuses. Pourquoi ? Parce que ça pourrait, pour vous, tout d'un coup, sur un mouvement, un déclic, s'enflammer comme en 2005 ? Comme ce qui s'est passé à Toulouse. Personne n'essaye de regarder la situation en face. On a des gens, mais parce qu'il y a de la pauvreté, il y a des territoires dans lesquels, quel que soit votre mérite, même quand vous travaillez dur pour avoir un diplôme, les discriminations vous tombent sur la tête et vous n'avez pas de boulot. Vous avez le sentiment que la réussite est pour les uns, mais pas pour vous. Et ce ressentiment, il s'est Et ça justifie la montée de la violence ? En tout cas, c'est une des réponses à cette violence symbolique qui veut que quand vous avez travaillé, la discrimination, c'est une violence symbolique. Lui répond une autre forme de violence, qui est une violence aujourd'hui qui peut parfois amener des gens à s'affronter aux policiers. Moi, je la justifie pas. Mais je vous dis pas pouvez qu'elle la comprendre. Mais elle s'explique. Elle a des raisons. Mais c'est pas une manière, Vous en quelque sorte, de l'excuser quand même ? Mais pas du tout. Mais cette phrase, qui était une phrase que j'avais entendue avant, expliquer, c'est excuser. Ça veut dire quoi ? Une phrase de Manuel Valls, en effet. L'histoire des sciences sociales, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, à un moment, des phénomènes se produisent. Et vous dites la violence entraîne la violence, en gros. En l'occurrence, cette violence de la discrimination, cette violence des inégalités, cette violence d'une école qui reproduit les inégalités sociales, en clair. Fils d'ouvrier, tu seras ouvrier toi-même. Fils de cadre, tu seras cadre toi-même. Pardon, Benoît Hamon, mais vous n'avez pas été ministre de l'Éducation ? Si, j'ai été 4 mois et demi ministre de l'Éducation, ce qui est effectivement une de mes responsabilités. Mais vous reconnaîtrez qu'en 4 mois et demi, c'est pas comme ça qu'on oui, mais vous transforme. faites de la politique depuis combien de temps ? Non, mais d'accord, mais ce que je veux simplement dire, c'est parlons des choses du rapport Borloo. C'est là que c'est le résultat aujourd'hui, c'est quand même que on a l'impression que c'est un Xème plan banlieue et que vous, les uns les autres, n'avez toujours pas. Mais justement, j'essaye de me pencher sur ce que dit Borloo et ceux qu'il a interrogés. Il y a des points très positif dans son rapport. Le fait que il dit justement vis-à-vis des quartiers, dans les quartiers populaires, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Le sujet, c'est pas de les regarder comme des réserves d'Indiens comme on le fait depuis des années, c'est de regarder ces territoires pour l'énergie qui est la leur et pour ce qu'elles peuvent apporter à la République et aux habitants qui s'y trouvent. La deuxième chose positive, c'est de dire les banlieues, la question de la ghettoisation, elle ne se réglera pas que par du béton. Elle se réglera par des politiques globales, éducatives, sociales, économiques, et il faut prendre ces problèmes à bras-le-corps. Le vrai problème qu'a Borloo, c'est que quand Borloo propose cela, il le propose à un gouvernement qui n'a pas un sou, un euro à mettre sur les quartiers. Et qu'il n'y a pas beaucoup accordé d'attention. Si on regarde, il espérait Jean-Louis Borloo remettre son rapport à Emmanuel Macron lui-même, mais il l'a finalement remis qu'au Premier ministre et un peu en catimini. Qui a dit qu'il le lirait, c'est très bien, mais bon, on aimerait bien maintenant qu'il... c'est bien de lire des rapports, mais ça, tout le monde est capable de lire un rapport. Il est Premier ministre. Vous avez peur qu'éventuellement ça reste dans un tiroir ? Non, mais j'observe que depuis 1 an, on a baissé les moyens pour les quartiers. Donc, à part le dédoublement des classes en CP et l'année prochaine en CE1, une expérimentation de la police de proximité, dont on peut dire qu'elle est assez légère pour l'instant, rien n'a été fait, même les moyens financiers ont baissé. Donc, la question c'est, est-ce que le gouvernement va changer radicalement de pied ? Moi, je souhaite en tout cas qu'il reprenne un certain nombre des inspirations du plan Borloo. J'y rajouterai quand même, ce qui m'a toujours frappé dans la politique de la ville, c'est cette façon dont, finalement, les experts en politique de la ville décident à la place des citoyens eux-mêmes. Et il y a un mouvement associatif dans les quartiers populaires qui est d'une vivacité, d'une vitalité incroyable, avec des citoyens qui se mobilisent, ont un avis sur l'urbanisme, ont un avis sur le logement, ont un avis sur les questions de santé. Et ils sont pas assez écoutés, pas assez aidés ? Ah non, c'est même pas assez. Ne sont pas du tout. La fin des contrats aidés qui les aidaient d'ailleurs à mettre en œuvre leurs activités en a anéanti plus d'un. En réalité, il n'y a pas aujourd'hui de démarche qui consiste à dire vous habitez là, ce que vous pensez de votre cadre de vie, de votre environnement, des services publics qui y sont ou n'y sont plus, tout ça nous intéresse. Et nous voulons, avec vous, penser l'avenir de ces territoires. C'est pas un peu ce qu'a fait Jean-Louis Borloo en consultant notamment les maires, les élus. Mais Borloo fait un rapport. D'ailleurs, ce qui est frappant, vous le noterez, c'est que Jean-Louis Borloo était ministre de la Ville il y a 15 ans. C'était encore à lui qu'on demande un rapport aujourd'hui. Alors, par ailleurs, moi, je ne conteste pas son expertise, elle est réelle. Mais en même temps, on peut se dire que... on aurait pu trouver... inventer. Mais non, mais il y a des gens qui inventent. Mais la réalité, c'est que le logiciel aussi de Macron est un vieux logiciel et qu'il refait toujours un petit peu les mêmes sauces. Alors,
Bon, moi, je vais vous dire, je n'ai pas du tout envie de jeter la pierre au rapport Borloo, parce que, en réalité, j'ai des points d'accord et des points de désaccord. Je trouve que c'est un travail ambitieux. J'espère que le gouvernement aura le quart de l'ambition qui est celle de ce rapport. Regardons précisément quelques-unes des mesures phares, notamment la question des quotas, le fait d'imposer aux entreprises d'avoir 1,5% de leurs employés, et notamment des apprentis, qui viendraient des quartiers. C'est une bonne mesure? Il faut en passer par là? En clair, moi, je pense qu'il faut parfois des inégalités là où on constate qu'il y a des discriminations. En clair, mettre en place des processus. Il faut faire un peu de forcing. Oui, exactement. Si vous poussez pas, si vous forcez pas, si vous déverrouillez pas, ce qui est très puissamment cadenassé, vous n'y arrivez pas. Et c'est pas par un peu de coaching par-ci et quelques petites mesures incitatives par-là qu'on change quoi que ce soit. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des territoires qui sont mis à l'écart de la République. C'est très dur quand même. On entend beaucoup de politiques parler aujourd'hui de la République avec un R majuscule, d'égalité, etc., liberté, fraternité, les valeurs qui sont les nôtres. Mais quand dans votre vie, depuis le plus jeune âge, vous faites essentiellement l'expérience de l'inégalité, l'expérience de la discrimination plutôt que de la fraternité, de la contrainte dans votre vie plutôt que de la liberté, la promesse républicaine, vous vous demandez où elle se niche. Et si vous pensez qu'elle existe, vous pensez que vous n'en faites jamais l'expérience, quand d'autres en parlent et manifestement en font l'expérience. Et s'il y a des territoires qui ont quasiment fait sécession, on peut dire, c'est-à-dire sont mis à l'écart de la République. Vous constatez une forme, Jean-Louis Borloo reprend le mot d'apartheid? Oui, mais c'est ça, c'est un autre mot, c'est-à-dire qu'on met les individus à l'écart, qu'on proclame qu'ils ont les mêmes droits. Vous disiez tout à l'heure presque parqués. Vous disiez comme des Indiens dans des réserves. Oui, c'est pas comme ça que ça fonctionne exactement, mais quand vous vous rendez compte qu'il y a très peu de services publics, qu'on laisse ces territoires gangrénés par l'économie parallèle parfois, et que aujourd'hui on en reste. Je vais prendre un exemple. Alors, Borloo ne va pas là-dessus, mais on sait qu'il y a des villes qui sont aujourd'hui gangrénées par le trafic du cannabis. On sait que la prohibition, ça ne marche pas. On sait qu'aux États-Unis, la fin de la prohibition, la légalisation du cannabis a entraîné une baisse radicale de la criminalité, donc des morts, et de la délinquance. On sait aussi que la légalisation permet un encadrement de ceux qui fument du cannabis, et donc permet là de lutter plus efficacement contre les addictions, donc prennent en charge la santé publique. Pour vous, légalisation du cannabis, autorisation, ça veut dire que ça n'est plus un trafic, et que du coup, l'État s'en mêle. Vous tuez les trafics. Sauf que psychologiquement, aujourd'hui, les dirigeants politiques n'ont pas ce courage de regarder l'échec des politiques à l'œuvre. C'est un des points faibles, je trouve, là, du rapport Borloo, parce qu'on sait aujourd'hui que tant que subsistera une économie parallèle qui menace l'ordre public, ne permet pas de vivre correctement, il y a des quartiers qui resteront à l'écart des lois de la République. Un mot sur la question des élites. Une des propositions choc dans le rapport Borloo, c'est de créer une élite des banlieues, comme il dit, une académie des leaders qui serait une sorte d'ENA des quartiers. Vous souscrivez ? Bon, l'idée est bonne, elle est de dire qu'il faudrait que demain on soit dirigé par des gens qui viennent de partout, et pas simplement des mêmes arrondissements, des mêmes lycées et des mêmes milieux bourgeois, pour faire vite. Parce que c'est ce qui se passe en France. La reproduction sociale fait qu'en général, les hauts fonctionnaires enfanteront eux-mêmes des dirigeants d'entreprise ou des hauts fonctionnaires. Donc Borloo, il dit c'est pas le problème. Le problème, c'est pas qu'il y ait des élites, c'est qu'elles viennent toutes du même endroit. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on garde un enseignement supérieur qui est divisé entre grandes écoles pour lesquelles on consacre beaucoup d'argent public pour sélectionner les super élites, et pourquoi pour tous les autres, l'université et le reste, on met moins de moyens. Et l'Académie des leaders, si c'est pour faire que des leaders des quartiers, c'est-à-dire qu'on a une sous-catégorie d'élite, ce que je redoute, c'est ça. La réalité, c'est qu'on doit repenser aujourd'hui notre enseignement supérieur, les voies de la réussite, de telle manière que quelle que soit la trajectoire que l'on ait et quelle que soit l'origine sociale ou culturelle, on puisse avoir les mêmes chances d'être demain un dirigeant de ce pays, un dirigeant d'une entreprise. Donc, je regarderai ça avec intérêt, mais j'ai pas envie qu'on fasse une sorte de sous-ENA. Est-ce qu'il y a un nouvel antisémitisme en France ? Il y a de l'antisémitisme. Et cet antisémitisme, il est violent. Il a même conduit à des assassinats, des meurtres antisémites, 11 sur les dernières années, depuis Ilan Halimi notamment. Donc ça, c'est une réalité qui est une réalité cruelle, sauvage même de la société française. Pour autant, que certains intellectuels ou élus appellent le nouvel antisémitisme, ce serait un antisémitisme qui serait plus originaire de l'extrême droite, mais qui serait musulman, exactement. Ouais. Ce qui est clair,
clairement dénoncé par la tribune notamment qui avait été signée dans le Parisien. Et c'est en clair qu'aujourd'hui l'antisémitisme serait principalement le fait des musulmans. Est-ce que c'est le cas ? Moi je ne considère pas aujourd'hui que les musulmans sont antisémites, sauf à faire la preuve du contraire. Et c'est ce qu'on a un peu l'impression de lire quand on lit cette tribune. C'est qu'il y a une stigmatisation d'une population à partir d'une approche théologique assez rudimentaire, contestée d'ailleurs par à peu près la totalité des universitaires et des islamologues. Et j'ai trouvé cette tribune, outre qu'elle privatise la lutte contre l'antisémitisme. Des gens s'autoproclament entre eux les meilleurs champions de la lutte contre l'antisémitisme et finalement récuseraient à tous les autres le fait d'être engagés dans ce combat contre l'antisémitisme et contre le racisme. Et il y a dans cette tribune des voisinages assez incroyables. Monsieur Bensoussan qui évoquait le fait que tous les jeunes musulmans tête l'antisémitisme au lait de sa mère, avec Bernard Cazeneuve, on voit Bertrand Delanoë, sur les questions de personnes, Benoît Hamon. Si, pardon. Moi, je ne signe pas de tribune avec Yvan Rioufol. Je ne signe pas de tribune avec des éditorialistes de droite, voire d'extrême droite. Ça n'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui dire on lutte contre l'antisémitisme et on ne regarde pas ceux qui incendient ou allument des braises partout. Et moi, je me refuse, c'est pour ça que j'aimerais qu'on parle de cette tribune assez remarquable de 30 imams. Qui a été publiée dans Le Monde 2 jours après. Et qui donnait une belle leçon de laïcité à d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres qui auraient été bien inspirés. Et qui ont signé la première tribune. Voilà. Un mot sur les 11 morts, parce que vous les évoquiez de vous-même. Le fait que les 11 morts aient tous été assassinés par des personnes qui soit se revendiquent de l'islam, soit sont d'origine musulmane, est-ce que ce fait vous interroge ? Pourquoi ? Parce que dans cet islam terroriste et radical dévoyé, le juif est un ennemi par définition. Et on le sait, ça. Mais est-ce que parce qu'il y a un islam dévoyé, raciste, antisémite, qui s'exprime par le terrorisme, il faudrait faire un lien avec tous celles et ceux qui ont une foi, qui est une foi fraternelle, ouverte. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais observez la réaction de ceux qui n'ont jamais été suspects du moindre sentiment antisémite et qui se sentent visés. Ça veut dire que ceux qui ont signé cette tribune, quelles que soient leurs intentions, certains sans doute de bonnes intentions, mais ont sans doute raté leur cible. Juste un mot sur la gauche, parce que vous revenez de Lisbonne, vous avez fait un grand rassemblement avec la gauche européenne. Est-ce que c'est pas plus facile d'être copain avec la gauche portugaise, espagnole, grecque, qu'avec la gauche française ? On travaille, on y travaille, c'est pas et notamment dans les mouvements. Ça fait un an que vous y travaillez. Oui, mais il y a des vrais accords. C'est pour ça qu'il faut pas chanter une chanson selon laquelle tout serait simple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a différents rassemblements en Europe ? Nous avons construit le Printemps européen. C'est un mouvement, une alliance européenne qui est à la fois écologiste et progressiste autour de différents partis européens. Notre objectif, il est demain de faire en sorte de redonner un peu d'espoir face à ceux qui, pardon de le dire, mais quand ils parlent de l'Europe, vous disent « Ouh là là, il faut avoir peur des nationalistes, donc continuons comme avant, Emmanuel Macron, Angela Merkel ». Donc vous, c'est une gauche résolument européenne. Résolument internationaliste, qui croit résolument à la coopération entre les peuples, qui ne se résout pas à ce qu'est l'Europe aujourd'hui, technocratique, antidémocratique, et très 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 dure avec les citoyens et les peuples, mais qui, pour autant, ne va pas dire « parce que je ne veux pas du libéralisme, je jette l'Europe avec ». Il y aurait une folie à croire aujourd'hui que face à la mondialisation libérale, la seule chose qui reste de révolutionnaire en quelque sorte, ce soit le retour à la nation. Moi, je crois à la nation, je crois à la citoyenneté, mais je crois aujourd'hui que l'internationalisme, la coopération entre les peuples, le fait de se dire sur la question écologique, seule notre entente nous permettra de lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est un message fort. Comme on disait avec Yanis Varoufakis, voilà, hope is back, l'espoir est de retour, et j'espère que ça ira très loin aux élections européennes. Sur votre mot positif, que vous en resterez. Merci Benoît Hamon d'avoir été avec nous. 8h56 RMC BFM TV.